Justin Katina Koné, deuxième vice-président et porte-parole du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Encore une fois, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire est né il y a quelques temps déjà, mais vous êtes au Burkina dans le cadre justement du congrès de fusion des forces progressistes. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sur la même vision des choses, le PPACI, qui est, oui, un parti socialiste, souverainiste, mais au-delà, vous êtes aujourd'hui dans une dimension panafricaine des choses. Est-ce que ça veut dire que vous regardez dans la même direction? Oui, merci beaucoup. Alors, je vais faire une petite correction rapidement. Je suis dans l'ordre, je dirais, le troisième vice-président. Troisième vice-président. Voilà, parce qu'il y a le président et puis il y a le conseil des stratégies et politiques qui est présidé par un président qui a le rang de vice-président du parti et puis un premier vice-président et je suis le deuxième vice-président. Donc, si on doit rester dans la logique des vice-présidents, je suis le troisième vice-président. Alors, c'est cette correction faite. Je voudrais dire que, oui, nous avons dans notre offre, la nouvelle offre politique que le président Laurent Gbagbo présente à l'Afrique, elle est axée autour de la souveraineté, du socialisme et du panafricanisme. Et donc, évidemment, on regarde dans la même direction que nos amis sankaristes qui font le congrès et qui nous ont fait l'honneur de nous inviter. Et vous êtes là donc dans ce centre, c'est peut-être ça aussi la nouvelle dynamique, faire en sorte que dans toute l'Afrique, des partis se retrouvent ainsi avec la même vision pour repenser l'Afrique? Oui, parce que les défis qui se dressent devant notre continent, il ne faut pas se les cacher, ils sont, je dirais même, ils sont dangereux, ils sont plus forts parce que pernicieux. Ils sont pernicieux parce qu'ils sont pilotés par les mêmes systèmes qui pilotent ces deux, qui fait planer ces défis au-dessus de nous. Nous avons la question, aujourd'hui, les attaques djihadistes, c'est une réalité. Aujourd'hui, ces pays sont concernés. Nous avons les crises institutionnelles qui sont fréquentes, les coups d'État qui reviennent, et ainsi de suite. Il y a des intérêts géostratégiques qui se dessinent encore, et l'Afrique risque de jouer encore un mauvais rôle si elle ne s'unit pas. L'un mis dans l'autre, il y a un devoir qui s'impose aux hommes d'Afrique africains, des hommes de gauche, les souverainistes, pour qu'ils se mettent ensemble et qu'ils créent un mouvement, je dirais, qui globalisant, qui prend en compte les intérêts effectifs des peuples et qui permettent à l'Afrique de se positionner comme une force crédible devant les différents partenaires. Et effectivement, il y a un enjeu important et c'est l'offre politique du président Laurent Gbagbo aujourd'hui à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Et pour Laurent Gbagbo, justement, après toutes ces années de bataille politique, pour vous, c'est encore important pour lui de rester encore dans l'arène? Oui, parce que l'homme est rentré en politique non pas pour les postes, mais pour une conviction. Et il estime que le combat continue. Et qu'ayant été lui-même victime, il est mieux placé pour comprendre la profondeur de la crise. Quand je dis c'est une victime, la profondeur des défis qui se dressent devant l'Afrique. Quand je dis qu'il a été une victime, retenons quand même, il était au pouvoir, il a été enlevé de façon manu militari au pouvoir, il est allé devant la CPI, il y a passé 10 ans, et après on vient lui dire, monsieur, vous êtes innocent, rentrez chez vous. Évidemment, ça lui a permis de comprendre, il le savait déjà, mais cette situation, ces moments qu'il a vécu lui ont permis de prendre de la dimension et la hauteur, dit je pense que je peux encore offrir quelque chose à l'Afrique et c'est ce que je vais offrir à l'Afrique, certainement mon dernier combat, mais j'aimerais le mener avec les Africains et pour les Africains. Et il a encore l'énergie pour ça? Ah oui, ça, ne vous trompez pas, la dernière fois on l'a bien vu au Congrès, quand il a pris la parole, en 1 heure, il est resté debout 1 heure sans aucun document et il a tenu un discours cohérent et qui fait date. Et je pense qu'il a toutes à la fois ses facultés physiques, ses facultés morales, ses facultés intellectuelles, et il est vraiment prêt pour le combat. Et vous revenez dans l'arène dépossédé de votre outil, le Front populaire ivoirien. C'est un handicap, non, aujourd'hui?
Non, je ne crois pas qu'il faut qualifier un handicap parce que lorsque nous sommes revenus, le président Laurent Gbagbo est revenu de son emprisonnement, de son exil forcé, son emprisonnement. Il a découvert le parti qu'il avait fondé dans les larmes et dans le sang et les privations de liberté. Le parti avait pris une direction qui n'était pas celle qu'il avait souhaitée. Et puis, bon, l'un mis dans l'autre, si nous devions rentrer dans les débats politico-judiciaires, on aurait pu perdre le temps pour rien. On perdrait le temps pour rien. Donc, il a dit qu'il faut, de toutes les façons, mieux vaut faire une nouvelle offre pour que nous puissions éviter des querelles inutiles et gagner en temps. Et donc, je pense que ce n'est pas un handicap. Au contraire, quand je regarde l'engouement des personnes qui veulent adhérer au parti, les jeunes cadres ivoiriens qui veulent adhérer au parti, qui tapent par rapport du parti, je pense qu'il a eu le génie nécessaire de comprendre qu'il fallait changer effectivement d'instrument de combat. Du temps, justement, il vous en faut pour en faire une machine électorale, le PPAC. Alors, il y a quand même quelque chose de très important qu'il faut retenir, c'est que dans la réalité, nous n'avons que changé le maillot FPI que portait notre bébé, notre enfant, comme quelqu'un l'a confisqué. Nous avons cousu un nouveau maillot que nous avons porté à notre enfant qui s'appelle le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Et les structures des bases sont restées toujours soudées autour du président Laurent Gbagbo. Donc, ce n'est même pas du tout difficile de remettre la machine en route, puisque dans la réalité, nous n'avons fait qu'un réglage d'ordre terminologique, c'est vrai, mais également en y ajoutant quand même une autre vision plus forte que le panafricanisme et la souveraineté qui existait déjà, mais que nous mettons l'accent là-dessus. Donc, en termes de machines, je pense que toutes les articulations existaient déjà et il y aura pas, je ne crois pas qu'il nous faudra beaucoup d'énergie pour la mettre en œuvre. Mais il nous faudra du génie et de l'intelligence. De l'intelligence, parce qu'il y a quand même, il faut le reconnaître, une sorte de saucissonnement au sein de la famille, de la division. Il y a justement Simone Gbagbo, visiblement, qui ne semble pas encore partante pour ce train. Oui. Blé Goudé, quelque part aussi, encore dubitatif. Effectivement, il y a cette partie aussi du FPI avec Affi N'Guessan. Oui. Alors, nous perdons, si nous regardons la question de façon simplifiée, effectivement, nous aurons dit qu'effectivement, arithmétiquement, on aurait dit, bon, nous perdons. Mais je vous dis que quand nous regardons l'engouement que suscite ce nouvel instrument, quand nous regardons la force de caractère du président Laurent Gbagbo, quand nous regardons l'offre politique qu'il donne, je pense qu'en toute honnêteté, nous avons des raisons d'espérer et d'être optimistes. C'est vrai que nous regrettons qu'une personne emblématique de notre lutte comme Simone ne vienne pas. Nous aurions souhaité qu'elle soit là. Mais pour nous, il ne s'agit pas d'une rupture idéologique. Je pense que c'est un malentendu des circonstances et je pense que, parce que je n'imagine pas cette dame-là ailleurs que dans notre combat. Moi qui vous parle, ce sont nos maîtres qui nous ont formés, le président Laurent Gbagbo, elle, qui nous ont formés à la politique. Je connais sa vision et je ne vois pas cette dame-là ailleurs que dans cette démarche. Je ne la vois pas ailleurs que dans cette démarche, dans notre logique et de nous suivre dans ce mouvement. Alors, à part cet instant, à part que la rupture n'est pas idéologique et qu'elle est tout simplement circonstancielle, j'ai espoir que les circonstances aideront à pouvoir la faire revenir avec nous. Ça, nous espérons là-dessus. Pour Affi, je pense que là, c'est une rupture idéologique. Malheureusement, c'est une rupture idéologique. Je pense qu'il a pris une direction droitière qui ne correspondait plus au parti que nous avons créé. Et donc ça, c'est une rupture idéologique. Il me sera difficile de penser que nous pourrons arriver à colmater les brèches, mais on ne sait jamais en politique. Rien n'est définitivement acquis en politique. Peut-être qu'un jour, il trouvera que si nous avions raison, et nous rejoindra, ce sera tant mieux. Voilà. Et dans un moment où il est question de changement générationnel, la place de la jeunesse dans tout ça au sein du PPAC. Alors c'est justement l'offre. L'une des raisons, je dirais l'une des composantes de l'offre politique du président Laurent Gbagbo, c'est le rajeunissement. Dans le conseil stratégique politique, je suis le plus jeune. Et il m'a fait l'honneur de me donner un poste énorme et qui traduit sa volonté de rajeunissement.
Le secrétariat général du parti est assumé par quelqu'un de plus jeune que moi, Damana Picasse, qui est largement plus jeune que moi. Et donc, et c'est le mouvement qui va continuer. Et il a dit, je veux rajeunir l'appareil et je veux y ajouter les femmes. Donc, nous sommes dans ce mouvement de rajeunissement et je vous dis que manifestement, il n'y a aucune raison que la jeunesse ne trouve pas sa place. Mais ce pour lequel j'ai été, et notre position, la mienne, j'ai fait très attention, c'est que je ne crois pas au changement générationnel par décret. Parce que où on s'assoit, on prend un décret, on dit bon, vous êtes vieux, ne participez au débat politique. Je pense que cette approche, elle sera dangereuse, elle sera porteuse de lendemains incertains, parce qu'en politique, on ne fait pas, on ne crée pas une génération de façon instantanée ou spontanée. C'est un contrat de confiance entre un homme et un peuple, et généralement, c'est difficile de vouloir dire à un moment donné, disparaissez et vous changeons-le. Il n'y a que chez vous, en Côte d'Ivoire, il y a ces figures qui cristallisent des rancœurs, des douleurs. Je veux parler de Laurent Gbagbo, de Ouattara, de Bédié. Est-ce qu'il n'est pas temps justement qu'il laisse la place? Alors, pour de me répéter, je pense qu'ils ont encore un rôle à jouer. Je ne dis pas qu'est-ce dans leur tête, mais je pense qu'ils ont un rôle encore à jouer. L'erreur, et je l'ai dit et je le répète, ils ont hérité d'une situation politique qui était déjà envenimée, qui était frélatée. Contrairement à ce qu'on pense, Oufoué ne leur a pas donné un héritage pur. C'est un héritage qui était encombrant, avec beaucoup de saletés. Et les saletés se sont amplifiées. Moi, ce que je pense, est la meilleure voie possible pour la Côte d'Ivoire. L'erreur, la pire erreur, serait de dire, on prend, vous les trois, disparaissez. Ça ne marchera pas. Je pense qu'ils ont une opportunité de se parler, de purifier l'héritage qu'ils entendent donner à la jeune génération. Parce que si cet héritage est transmis tel qu'il est à la génération, avec toutes ces frustrations dont vous parlez, j'ai peur que nous ne puissions, qu'on ne puisse pas l'assumer. Et c'est pourquoi je suis toujours prudent lorsque des gens s'asseyent et disent « Ah oui, ceux-là, ils sont vieux, laissez-les partir, ils sont vieux, laissez-les partir ». La question n'est pas, le changement n'est pas d'ordre biologique, ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de changement de mentalité. Et il doit pouvoir nous aider en faisant un débat politique, en s'ouvrant et essayer de se battre pour purifier l'héritage qu'ils entendent nous laisser. Mais si nous leur forçons la main, et d'ailleurs dans nos traditions africaines, on ne prend pas l'héritage comme ça, on ne force pas la main. Et je pense que la sagesse nous commande qu'ils connaissent leurs limites. C'est des humains comme eux, vous et moi, qui connaissent leurs limites. Et à un moment donné, forcément, ils sauront que je suis au bout du pas. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit dans son discours. Je veux cet instrument que je crée, c'est pour me préparer ma retraite. J'ai créé ce parti pour partir à la retraite et partir tranquille, sûr que l'instrument que j'ai créé, il va suivre le combat, le chemin que j'ai indiqué. Voilà. Et donc, autrement, il ne sera pas candidat pour la présidentielle à venir? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. Il a dit tout le monde qu'il partait. Il ne m'a pas encore dit qu'il partait demain ou après-demain. Et je pense quand même qu'il faut lui laisser le soin de décider de ce qui est de sa vie politique. Et il a même dit, dans son discours, je le répète, je n'accepterai pas qu'on décide, que des personnes décident de me faire sortir de la scène politique. Ce sera ma décision, Laurent Gbagbo, je la prendrai quand je la prendrai, mais je ne souhaite pas que personne m'impose cette sortie-là. Parce que pour certains de vos camarades qui sont en désaccord, justement, notamment au niveau de Afinguesson, ils parlent surtout de culte de la personnalité. Alors, ça encore, c'est ce que nous appelons, c'est du complexe lexical. C'est du complexe linguistique qu'on a emprunté ailleurs. J'ai dit à certaines personnes, quand ils me disent je suis marxiste, qu'est-ce qu'ils font? Karl Marx est décédé il y a longtemps. Quand ils disent je suis léniniste, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont de gauche. Je suis maoïste. Mais c'est exactement parce que ces personnes, à un moment donné, incarnent une vision qui fait un avec eux. Et dans Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les gens se battent
pour se proclamer oufouettiste. Ça ne dérange personne. Donc c'est pourquoi je dis je ne veux pas me laisser influencer par ce complexe lexical, ce complexe linguistique. Là, pour que nous avons un leader qui a du charisme et que les épreuves qu'il a subies dans la vie ont bonifié ce charisme, qui aurait pu décider de retourner, aller chez lui à maman, de vivre tranquillement, qui dit ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, me donne aujourd'hui une responsabilité historique plus forte vis-à-vis de mon peuple et de l'Afrique. Je vais vous offrir, je vous fais une offre politique avant d'aller me retirer pour que nous puissions prendre cette offre politique et qu'elle devienne votre boussole. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur sacrifice que ça. Alors le reste, franchement, je ne me laisse pas influencer par les querelles linguistiques. Et ce combat, justement, c'est désormais un combat pour lui qui va au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est un combat pour l'Afrique, tout simplement. Oui. Alors, voyez-vous, nous avons vécu une crise difficile. Le monde s'était ligué contre nous. Et parfois, des personnes pour lesquelles on se battait, on se sont laissés influencer par les informations fausses. Et finalement, le président Laurent Gbagbo s'est dit, mais si nous continuons cette lutte de cette façon-là, de façon singulière, nous n'arriverons pas. Ce matin, j'étais au mémorial Thomas Sankara. Je n'ai pas manqué d'éclater une larme. Parce que moi, de ma génération, il y a 3 personnes qui influençaient notre génération quand j'étais encore au lycée. Thomas Sankara au Burkina Faso, il avait sa photo qui ornait nos dortoirs. Jerry Rawlings au Ghana et Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Rawlings, il a fini son terme, il a fait ce qu'il devait faire pour le Ghana et il a bien fait, il est décédé. Thomas Sankara a été lâchement assassiné, tuant tout l'espoir, l'espérance de tout un peuple. Le seul survivant qui nous reste, c'est Laurent Gbagbo, mais qui est passé par des épreuves énormes, qu'on a pris du pouvoir pour l'envoyer en prison dans une cellule de 9 mètres carrés. Lui refusait 12 fois la libération provisoire, liberté conditionnée qui est un droit en Europe. On a libéré, on a acquitté le 15 janvier 2019. Mais on l'a gardé en prison 15 jours, ce qui est une énormité juridique. On dit vous êtes innocent, mais on laisse en prison. Il finit, on lui dit tu ne rentres pas dans ton pays, attends qu'il y a un appel qui a été fait. Tout simplement pour laisser quelqu'un à l'autre définir, de digérer et de gérer le pays. Il se rend compte qu'effectivement, tout cela, ça devait l'amener logiquement à la déception, au contraire. Il dit, ce que je vois, je pense qu'il faut que nous marchions de façon solidaire. Il ressuscite, il donne de l'énergie nouvelle au combat de Nkrumah, au combat de Thomas Sankara. Et je pense que nous avons besoin d'une telle figure, nous devons pouvoir nous rallier, que nous soyons burkinabés, maliens, guinéens, sud-africains, tanzaniens, on doit pouvoir s'allier autour de cette figure-là qui porte encore nos rêves. Oui, récemment, dans une interview accordée à la presse française, beaucoup ont été choqués quand même qu'il n'ait pas reconnu sa part de responsabilité dans la crise post-électorale. Oui, mais c'est quoi la responsabilité? C'est pas la responsabilité. Il n'a pas dit « je n'ai pas reconnu ma responsabilité ». On lui demandait pardon. Il dit « mais la situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire est tellement sérieuse qu'il ne faut pas donner les pardons comme le matin des bouts de pain, le matin j'ai dit pardon. Mais le pardon par rapport à quoi? Si on établit, il y a un dialogue, c'est pourquoi il dit il faut que la vérité soit établie. Si la vérité est établie, eux comme dit Laurent Gbagbo, pour ta faute tu as fait ça, alors je sais pourquoi je demande pardon. Mais on m'a accusé, on m'a envoyé devant les juges m'ont blanchi. Et ceux qui m'ont envoyé là-bas ne m'ont pas encore demandé pardon. On me demande, moi qui suis la victime, au moins déclarée, de demander pardon. Il n'a jamais dit je ne demanderai pas pardon. Il dit mais pourquoi je demanderai pardon? Si je dois demander pardon, que je sache la raison pour laquelle je demande pardon. Parce que c'est l'erreur que nous commettons. J'ai toujours dit à quelqu'un, il y a des pardons mais qui font mal. Vous tuez intentionnellement mon enfant. Et puis vous venez me voir, alors que tout le monde est intentionnel, vous venez me voir pour dire non, pardon, je n'ai pas fait exprès. Mais vous vous moquez de moi. Parce que dans la réalité, vous avez fait exprès pour tuer mon enfant.
Mais quand vous venez me voir et que vous ne reconnaissez pas que vous avez fait intentionnellement, je ne l'ai pas fait intentionnellement, votre pardon n'est pas sincère. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo ne rejette pas l'idée de pardon, mais il dit que le pardon doit être sincère et il doit découler du quantum de responsabilité des uns et des autres. Et je pense que c'est une démarche assez sage. D'accord. Alors, justement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une dynamique de réconciliation. Vous avez connu l'exil, justement, vous êtes rentré. Récemment, on a appris que vous avez été réintégré aux impôts, vous êtes financier. Alors, je suis direct. C'est un sujet, je n'ai pas voulu l'aborder à l'étranger. Je vais vous en parler en quelques secondes parce que j'ai vu que ça fait couler beaucoup de l'encre et j'ai décidé que c'est dans mon pays que je vais répondre aux détracteurs. Mais pour vous rappeler tout simplement, il s'agit d'un droit que j'ai exercé. C'est mon droit. C'est pas un geste de réconciliation? Ah non, pas du tout. Je n'ai vu aucun ministre. Je n'ai approché aucun ministre. Je suis venu, je suis allé demander que conformément à mon statut de réfugié, conformément au statut de la fonction publique, j'ai droit de reprendre mon boulot. Qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit voici les démarches. J'ai entrepris les démarches moi-même, étape par étape. Je n'ai pas eu besoin de rencontrer un ministre ou qui que ce soit pour ça. C'est mon droit. Et sur mon droit, je ne m'amuse pas du tout parce que c'est l'essence de notre combat politique. Quand vous avez un droit, vous devez le revendiquer, vous devez vous battre pour cela. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai décidé de faire l'éclairage quand je serai au pays, parce que je ne sais pas que j'ai du respect pour le peuple burkinabé, mais c'est une question qui a pris de l'ampleur dans mon pays. J'entends aller au pays pour répondre à ça. Mais la première chose que je vais dire, je n'ai exercé que mon droit. Et pour exercer un droit, je n'ai pas besoin d'aller demander le pardon de quelqu'un. Ça, c'est la formation de base que nous avons reçue en politique. D'accord. OK. On va vous dire merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Le PPACI est représenté justement au Burkina à travers votre personne dans le cadre donc, du congrès de fusion des forces progressistes. Encore une fois, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.